L'automédication est définie comme la prise de médicaments sans avis médical, favorisée entre autres par l'accès facile aux informations via les médias, presse écrite, internet ou les publicités sur les radios et télé. Cette pratique tend malheureusement à se généraliser sans que les concernés ne se doutent des méfaits, voire des risques qu'entraîne l'acte de se soigner seul. Quels sont les dangers de l'automédication? Vous êtes malade, mais l'idée d'aller voir un médecin ne vous enchante pas. Comme beaucoup de gens, vous pratiquez peut-être l'automédication. Cette émission, vous devez la regarder, vous devez la suivre pour savoir s'il existe des règles à respecter lorsqu'on souhaite se soigner seul, parce que des dizaines de milliers d'hospitalisations seraient dues à ce phénomène. Nous en parlons ce soir. Bonsoir à tous. Très heureuse de vous retrouver tous les mardis pour partager avec vous des informations concernant notre santé. Le professeur Bakoma Batomayina est notre invité ce soir. Il est pharmacien, enseignant-chercheur à la faculté des sciences de la santé de l'université de Lomé. Professeur Bakoma, bonsoir. Bonsoir, Madame Carole Péto. Merci de partager le plateau avec nous ce soir. Merci, madame. Comment allez-vous? Ça va bien. Voilà. Nous recevons au passage, toujours dans cette émission, Nyanyiko Sika. Elle est la coordinatrice de Togo Check. Vous savez, Togo Check lutte contre la publication et le partage des fausses informations sur les réseaux sociaux. Nyanyiko Sika répondra tout à l'heure, bien dans quelques instants, à nos questions. Mais en attendant, nous allons nous tourner vers notre invité principal, le professeur Bakoma. Professeur, nous parlons ce soir, je le disais tout à l'heure dans mon introduction, nous parlons ce soir de l'automédication, et tout à l'heure dans l'introduction je la définissais simplement comme l'acte par lequel on prend un médicament sans avis médical. Est-ce que cette seule définition suffit? Cette définition, elle peut suffire, mais on peut être plus explicite. Et d'abord, j'aimerais définir ce que c'est qu'un médicament, pour que les téléspectateurs comprennent un peu la complexité de ce qu'on appelle médicament. Un médicament, c'est une substance ou une composition qui a la propriété de guérir ou prévenir une maladie humaine ou animale. C'est également une substance qui, administrée à l'homme ou à l'animal, peut aider au diagnostic. C'est une substance également administrée, peut corriger, restaurer ou modifier une fonction de l'organisme. J'insiste sur modifier une fonction de l'organisme parce que cette modification peut parfois entraîner des conséquences néfastes sur l'organisme. Donc, l'utilisation d'un médicament doit se faire dans des conditions bien précises. Alors, oui, vous avez fini? Oui, c'est bon. C'est bon? C'est bon, oui. Alors, lorsqu'on parle de l'automédication, est-ce qu'il existe différentes manières de faire l'automédication? Bon, ça dépend des contextes, ça dépend des législations de chaque pays. Je vais définir l'automédication selon l'Organisation mondiale de la santé comme le fait de prendre un médicament sous sa propre initiative ou sous celle d'un proche pour soigner une affection qu'on a soi-même identifiée sans l'aide d'un professionnel de santé. Ça, c'est une définition selon l'OMS. Voilà. Alors, et disons qu'en termes simples, l'automédication, c'est effectuer soi-même l'acte thérapeutique avec un médicament sans avoir recours à un professionnel de santé. En termes simples. Très bien, en termes simples. Alors, peut-on dire que l'automédication, en se généralisant aujourd'hui, est devenue un problème de santé publique? Oui. Si oui, quelle est la problématique? Oui, l'automédication, c'est vrai, elle se généralise aujourd'hui et constitue un véritable problème de santé publique. Parce que elle entraîne, quand elle n'est pas bien menée, quand elle n'est pas pratiquée dans de bonnes conditions, elle va entraîner
soit dans l'immédiat des maladies ou des maladies à long terme. Donc, de toutes les façons, c'est la santé de la population qui est souvent en jeu. Si je me soigne seul, professeur, dites-nous, si je me soigne seul, est-ce une mauvaise chose en soi? On peut se soigner seul. Je peux avoir de simples maux de tête et aller prendre du paracétamol. Ça dépend. On peut se soigner seul, mais pas tout le temps. Par exemple, dans certaines situations d'urgence, vous pouvez, si un enfant a une fièvre, on peut lui donner un antipyrétique le temps d'aller vers une structure sanitaire. L'automédication peut se faire dans le cas de certaines pathologies bénignes ou certains symptômes bénins, comme la toux, une douleur simple, une constipation. Bon, dans la constipation. Oui, la constipation. Mais généralement, on conseille de pratiquer l'automédication dans des cas monosymptomatiques. C'est-à-dire un seul symptôme. Quand il y a plusieurs symptômes qui se réunissent, il vaut mieux aller vers une structure sanitaire. Voilà, donc l'automédication, c'est bon parfois, mais c'est pas bon aussi. Ça a des conséquences. Ça a des conséquences. C'est pas tout le temps qu'il faut pratiquer l'automédication. Et elle ne doit pas se prolonger. Elle ne doit pas se prolonger. Alors, selon vous, quelles sont les raisons qui poussent les gens à s'adonner à l'automédication? Les causes de l'automédication, elles sont multiples. D'abord, nous avons l'inaccessibilité ou bien l'accès difficile des structures sanitaires. Nous avons aussi le facteur... Dans les coins reculés, hein? Oui, dans les coins reculés. Oui, il faut préciser, dans les coins reculés. Tout à fait. Oui, l'accessibilité difficile des structures sanitaires dans les coins reculés. Oui. Nous avons aussi le coût. Manque de moyens financiers. Oui. On estime que quand on a un petit bobo, on va regarder dans la boîte à pharmacie de la maison si on peut trouver quelque chose pour soulager rapidement. Au lieu d'aller vers une structure sanitaire pour payer une consultation, après revenir à la pharmacie, on estime que c'est un peu cher. Voilà. C'est un peu cher, c'est coûteux. Donc on préfère pratiquer l'automédication qu'on pense être moins cher. À côté du coût, il y a aussi le temps. Surtout pour les personnes actives, on estime que aller consulter, passer toute une matinée et après aller attendre aussi, aller à la pharmacie pour honorer l'ordonnance, ça prend du temps. Alors que c'est une personne active, elle doit peut-être laisser son boulot et tout ça. Donc parfois, on estime que l'automédication, ça permet de gagner du temps. Ouais. Voilà. Donc à côté du temps, il y a certaines personnes qui ont des problèmes à affronter, à être devant le personnel soignant. Ils ont des difficultés, par exemple, à présenter une partie de leur corps au personnel soignant pour qu'il fasse des examens pour administrer, diagnostiquer le mal et prescrire un traitement adéquat. Donc, à côté de ça, il y a aussi l'accès facile à certains médicaments. Les médicaments de la rue, les achats sur Internet, etc. Voilà. Donc, c'est quelques causes courantes de l'automédication. La même question, nous l'avions posée aux gens dans la rue. Et en plus de cette question qui dit quelles sont les raisons qui poussent les gens à faire de l'automédication, il y a une autre question qui dit quels peuvent être les risques. Quels peuvent être les risques lorsqu'on s'adonne à cette pratique? Et à ces deux questions, donc, nous avions recueilli quelques avis. Il y a certaines personnes qui n'ont pas la capacité de pouvoir aller à l'hôpital et il y a d'autres personnes qui n'ont pas l'argent et pensent qu'avec les médicaments de rue, ils ont la possibilité d'avoir l'argent de celui de la rue plus que celui de pharmacie.
il y a le manque d'informations aussi. Avant la prise des médicaments, il faudrait consulter et savoir à peu près ce qu'on a. À mon avis, c'est pas bien de prendre les produits de rue. Beaucoup de personnes pensent que aller consulter un médecin, ça va lui coûter. Donc dans ce sens, il se dit parce qu'un médecin m'avait prescrit un médicament que j'avais pris et puis j'avais eu de soulagement, alors il faut que j'aille peut-être reprendre le médicament, acheter le médicament ou bien acheter peut-être les tisanes, etc. Tu vas chez le médecin et puis il te prescrit un médicament après avoir demandé l'analyse et peut-être l'analyse est en train de montrer que vous souffrez du paludisme. Mais le lendemain ou bien après quelques temps, si vous revenez peut-être voir le médecin souffrant des mêmes symptômes, peut-être ça pourrait être peut-être les infections. Donc si nous comparons les deux, nous pouvons voir aussi qu'il y a les symptômes des infections qui sont un peu similaires aux symptômes du paludisme. Alors moi je conseille beaucoup plusieurs personnes à pouvoir aller voir un médecin. Ces dangers ou bien ces conséquences sont énormes. Je peux dire que la personne peut être toxiquée à travers le produit qu'il va prendre. Au moment où il prend le médicament, ce ne serait pas le moment propice à le prendre. Il peut avoir des problèmes. La dose que tu devais prendre, parce que tu es en train de souffrir, donc tu veux se soulager, alors tu viens prendre le médicament maintenant, peut-être tu fais la dose que tu devais prendre, elle est élevée par rapport à la normale. Donc tu peux te tuer comme cela. Premièrement, moi je pense que c'est le manque des moyens financiers chez certains et d'autres, ce sont les mauvais conseils des voisins. Bon, moi je trouve que c'est pas bon pour la santé. Même si on n'a pas les moyens, on doit essayer d'aller à l'hôpital voir ce qu'ils ont à nous dire avant d'aller demander de l'aide pour se procurer de ces médicaments. Il y a certains qui prennent d'autres maladies et il y a certains meurent dans ça. Moi je crois que ce qui pousse les gens à faire l'automédication, c'est le manque d'argent souvent. Et puis on est pressé, on sent certaines douleurs, on veut se traiter vite. Et puis on achète des médicaments n'importe comment pour se soulager un peu avant d'aller à l'hôpital. Pour les risques, je dirais, bon, il y a certaines personnes qui n'ont pas fréquenté, par exemple, ils n'arrivent pas à lire leurs notices. Ils prennent les médicaments n'importe comment et c'est dangereux pour la santé. Normalement, on devait aller à l'hôpital pour que les médecins nous prescrivent des médicaments et c'est le moyen le plus sûr. Voilà, professeur, aller chez le médecin, c'est le moyen le plus sûr de se faire soigner. Alors, quelle est votre réaction par rapport à tout ce que vous venez d'entendre? Oui, c'est vrai. Quand on est malade, l'idéal, c'est d'aller en consultation. Le médecin va vous examiner. Si possible, il va prescrire des examens complémentaires. Et à la suite de ces examens complémentaires, il va poser le diagnostic et maintenant engager le traitement si nécessaire. Voilà, c'est la bonne voie. C'est la bonne voie. Ouais. Non. Et il existe plus de 4000, vous êtes pharmacien, professeur Bakoma, il existe plus de 4000 médicaments dans les officines ou bien les pharmacies que l'on peut acheter sans ordonnance. Vous êtes d'accord avec nous ce soir? Alors, ne pensez-vous pas que cette pléthore de médicaments accessibles à la population permet aussi de faire l'automédication? Non, je dis tout de suite non. D'abord, je dis qu'au Togo, dans la sous-région, nous sommes le pays qui a le moins de références parce que nous avons une réglementation forte dans l'autorisation, dans l'homologation des médicaments. Voilà, nous faisons des efforts pour réduire l'entrée des médicaments par la voie officielle, bien sûr. Donc, le nombre élevé de références n'encourage pas l'automédication. Ce n'est pas toutes ces références d'ailleurs qu'on retrouve en pharmacie qui peuvent être délivrées sans ordonnance. Il y a des médicaments que nous appelons des médicaments vente libre qui peuvent être dispensés
sous la responsabilité d'un pharmacien. Il faut que la population, les téléspectateurs, sachent que quand un patient ou un client rentre dans une pharmacie, ce n'est pas forcément pour sortir avec un médicament. Le patient ou le client rentre dans une officine de pharmacie, le pharmacien est à son écoute, l'écoute. Et parfois, le simple fait de le conseiller, de lui donner des conseils, le client est satisfait et il ressort sans médicament. Donc, un patient ou un client qui rentre dans une pharmacie, ce n'est pas obligatoirement pour ressortir avec un produit. Et le pharmacien, lui aussi, ne met pas en place les médicaments en pharmacie parce qu'il veut, ou bien parce que le médicament est cher, ou bien la boîte est jolie. Non, c'est par rapport aux besoins de la population que les pharmaciens font la mise en place des médicaments dans les pharmacies. Alors, comme facteur favorisant de l'automédication, les publicités sur les médias, notamment les radios et les télés, est-ce que ces publicités n'attirent pas le consommateur à s'adonner à l'automédication? Effectivement, les publicités constituent un des éléments qui encourage les gens à aller vers l'automédication. C'est ça. Mais il y a aussi le statut socio-économique élevé de la population. C'est-à-dire les personnes à source de revenus élevés. Faible. Élevé, oui. Les gens qui ont fait de longues études, qui sont occupés, qui sont des cadres un peu partout. Donc, ils ont souvent un bon niveau de connaissance, un niveau assez faible de connaissance dans le domaine de la santé. Et parfois, ils peuvent identifier certains symptômes et se dire, bon, voilà, je peux, par rapport à la publicité que j'ai vue sur tel ou tel média, je peux donc utiliser tel médicament pour soulager tel symptôme. Donc, c'est tous ces éléments-là qui peuvent favoriser le recours à l'automédication également. Voilà. Parlant de l'automédication, lorsqu'on prend un médicament déjà prescrit, déjà prescrit par le médecin pour une affection antérieure et gardé dans l'armoire, est-ce qu'on peut réutiliser ce médicament? En le faisant, est-ce qu'on fait de l'automédication? Oui. Pour une affection semblable. Vous avez bien dit semblable. On effectue une automédication. Puisque la pathologie, la maladie peut évoluer dans le temps. Peut-être que l'ordonnance qui a été prescrite il y a quelques mois ou il y a quelques années, c'était lié à une situation. Et après, la situation peut évoluer. On peut avoir d'autres affections qui peuvent venir s'ajouter. Donc, il faut un spécialiste pour évaluer la situation et adapter un nouveau traitement ou reconduire le traitement qu'il faut. Il y a aussi, par exemple, chez les enfants, si c'est chez les enfants, le poids de l'enfant peut évoluer également et il faut réadapter la posologie. Donc, toutes ces situations, c'est de l'automédication. Il faut un spécialiste pour évaluer la situation qui se présente. Très bien. Alors, voici la réaction d'un bon père de famille qui a compris la nécessité de consulter un médecin en cas d'un ennui de santé. Et il nous parle ici du cas, il nous décrit ici le cas de sa petite fille. Nous allons l'écouter et en même temps écouter le vendeur qui se trouve au niveau d'une pharmacie de la place que nous avons visitée. Mon enfant a eu la fièvre, il a eu le corps chaud, on l'a donné la devise sirop. Ça a calmé, puis ça a recommencé, on l'a encore donné, et puis ça a recommencé, on s'est dirigé vers le CMS d'Idjolé. Mon enfant a 3 ans, il souffre des plaies au niveau du ventre, et puis le palu. Je suis venu chercher les médicaments pour mon enfant, ici à la pharmacie d'Idjolé. C'est le médecin qui nous a prescrit l'ordonnance de venir payer les médicaments. On nous a toujours conseillé que ce n'est pas bien de faire l'automédication, car toi-même ou ton enfant ne se sent pas bien, il faut se diriger vers un hôpital ou un CMS pour te faire consulter, voir ce qui se passe. La plupart des clients viennent avec des ordonnances. Il y a certaines personnes qui viennent pour expliquer leur malaise. Si c'est paludisme ou bien les douleurs, maux de tête, on peut leur vendre
les médicaments. Si la personne vient, la personne demande les antibiotiques par exemple, il faut une ordonnance. L'automédication, ce n'est pas bon. Celui qui vient sans ordonnance, ou bien il prend les médicaments, ça peut créer des dangers au niveau du foie, des reins. Il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup de maladies que ça peut créer. La professeure, faire de l'automédication lorsqu'il s'agit des enfants, ce n'est pas du tout conseillé parce que c'est encore plus grave. Vous confirmez? Oui, je confirme parce que les enfants constituent un organisme fragile déjà. Donc devant une situation anormale, il vaut mieux consulter pour être tranquille. Voilà, puisque l'enfant ne parle pas. Voilà. Donc il vaut mieux consulter. Mais l'automédication serait beaucoup plus accentuée chez les personnes qui se soignent avec des médicaments traditionnels, qu'ils soient améliorés ou pas. Alors dites-nous, quels sont les risques ou les conséquences de l'automédication? L'automédication avec les médicaments traditionnels, qu'ils soient améliorés ou pas, va entraîner les mêmes conséquences. C'est les mêmes conséquences, nous avons les mêmes risques. Mais il faut à ce niveau insister beaucoup plus sur le fait que ces médicaments traditionnels sont pour la plupart fabriqués à partir des matières premières végétales. Et ces matières premières végétales-là sont souvent contaminées par l'environnement dans lequel elles ont été prélevées. C'est des contaminants toxiques comme des métaux lourds, des pesticides, des champignons, des moisissures qui peuvent entraîner des allergies et voire même des intoxications. Donc il faut beaucoup faire attention. C'est vrai qu'il y a des médicaments traditionnels qui soignent, mais tout dépend de leurs conditions de fabrication et l'environnement dans lequel la plante a poussé, comment la plante a été prélevée, comment elle a été traitée jusqu'à la formulation du médicament traditionnel. Il faut que les conditions d'hygiène soient respectées pour qu'il n'y ait pas de contaminants et éviter des intoxications et les allergies. Ces médicaments traditionnels peuvent aussi interagir avec les médicaments conventionnels. Si le patient prend un traitement conventionnel à court, il peut y avoir une interaction qui va entraîner une inefficacité du traitement et même une potentialisation du médicament, entraîner aussi une intoxication et altérer les organes du corps humain. Merci beaucoup, professeur. C'est vrai, il y a vraiment danger à pratiquer l'automédication. Depuis le simple paracétamol jusqu'au somnifère en passant par les aphrodisiaques, il faut savoir prendre ces médicaments. Il faut faire extrêmement attention. Surtout ne pas prendre un produit traditionnel, comme l'a dit le professeur Bakoma, en même temps qu'un médicament pharmaceutique bien conventionnel. Le danger dans ce cas réside dans l'interaction médicamenteuse. Écoutons professeur Diallo Abdou Latif se prononcer sur les dangers ou les risques de l'automédication. L'automédication, c'est le fait de prendre les médicaments sans l'avis d'un prescripteur autorisé. Et il y a plusieurs dangers qui sont en rapport avec ça. Le malade pense qu'il est en train de se soigner alors qu'il ne se soigne pas. Je donne l'exemple de quelqu'un qui est en train de faire une fièvre qui est due au paludisme et prend du paracétamol. Il va penser qu'il est en train de traiter le palud alors que non, c'est juste un signe du paludisme qu'il est en train de traiter. Donc le paludisme va demeurer et donc par voie de conséquence la maladie va s'empirer. Le premier danger, c'est le temps qu'il arrive à l'hôpital, il est déjà dans un état dramatique. Le législateur a donné un quitus au pharmacien pour que ce soit le pharmacien qui le délivre. Le médicament, ça permet de traiter, mais au même moment, c'est un poison. Je peux vous dire qu'à ma connaissance en tant que toxicologue,
Nous n'avons pas de médicaments anodins. Même le paracétamol qui est consommé comme, je dirais, des petits pains, le paracétamol est un médicament qui est extrêmement dangereux. En ce sens que, pris à une mauvaise dose, ça peut entraîner des lésions au niveau du foie et même secondairement des lésions au niveau du rein, le paracétamol. Surtout quand c'est associé à l'alcool. Donc c'est la raison pour laquelle même les médicaments les plus simples, il va falloir utiliser à bon escient. Et quand on dit bon escient, en termes de médicaments, on fait essentiellement allusion à deux paramètres. Il y a d'abord la dose et il y a maintenant la durée de traitement. Lorsque vous dépassez la dose du paracétamol, vous avez une hépatite sévère. Au-delà de ça, nous assistons de plus en plus à une forme d'automédication qui est malheureuse. C'est l'automédication avec les somnifères. Donc il y a de plus en plus de gens pour dormir qui prennent des somnifères. Et parfois on assiste à des cas dramatiques parce que les psychotropes provoquent un phénomène qu'on appelle la dépendance. Vous devenez dépendant. Si vous ne le prenez pas, vous n'êtes pas libre. Il y a un syndrome qu'on appelle le syndrome de sevrage qui s'installe et vous devriez le consommer avant d'être à l'aise. C'est comme la drogue. Nous avons également les antalgiques. Les gens consomment énormément et de manière indéterminée les antalgiques. Alors que les antalgiques, il y en a qui sont des dérivés de l'opium. Qui dit opium parle de drogue. En dehors même des antalgiques, nous avons également les aphrodisiaques. Maintenant, il y a une utilisation exagérée des aphrodisiaques. Quand je parle d'aphrodisiaques, je fais essentiellement allusion à ces médicaments qui sont utilisés pour renforcer la libido. Quand vous devrez les utiliser, il faut vérifier un certain nombre de paramètres. Il faut vérifier est-ce que votre cœur travaille bien, est-ce que vous n'avez pas des troubles du rythme, est-ce que vous n'avez pas une hypertension non contrôlée, avant d'utiliser les médicaments pour la libido. Concernant les médicaments traditionnels, parce qu'il y en a, ça contient des substances qui sont contre-indiquées à certaines personnes. Par exemple, les médicaments traditionnels qui contiennent le ginseng, dans lequel les gens mettent du ginseng, c'est contre-indiqué chez les diabétiques. Il y a également certains, nous avons travaillé dans ce laboratoire sur des phytomédicaments et contenant par exemple les petits colas, le petit cola qui est vendu au niveau des feux rouges. Et nous avions montré à travers nos résultats que le petit cola contient des glycosides cardiotoniques. Et ces glycosides cardiotoniques sont capables de provoquer des troubles du rythme cardiaque. Donc contre-indiqués chez les hypertendus, non contrôlés, et contre-indiqués chez ceux qui ont déjà des troubles du rythme. Donc même pour les plantes médicinales, je ne les déconseille pas du tout. Il va falloir quand même, les prendre éloignés des médicaments de la médecine moderne. C'est-à-dire que quand vous voulez prendre votre médicament traditionnel, ne le prenez pas au même moment que les médicaments de la médecine moderne. Parce qu'on ne sait pas ce qui va se passer entre les deux. Nous avons les notions d'interaction médicamenteuse. Donc moi je recommande, vous prenez d'abord votre médicament de la médecine moderne, vous attendez 1 heure ou 2 avant de prendre votre médicament traditionnel. Sinon, vous ne prenez rien du tout parce qu'il peut y avoir des interactions négatives sur votre santé. Voilà, professeur Bakoma, vous parliez tout à l'heure de l'interaction médicamenteuse. Professeur Diallo en a fait également allusion. Alors, comment se manifeste cette interaction médicamenteuse? C'est-à-dire par quel signe doit-on savoir qu'un signe de malaise, par quel signe de malaise doit-on se rendre compte que c'est la combinaison d'un produit traditionnel avec un produit conventionnel qu'on a pris et qui en est la cause? Pour ce qui est des interactions médicamenteuses, je vais juste donner des exemples. Entre des médicaments conventionnels, par exemple, quand vous prenez les salicylés ou l'aspirine, qui est administré au même moment que l'ibuprofène, vous avez des risques d'ulcère. Par exemple, vous êtes en train de prendre votre ibuprofène, qu'on vous a prescrit à l'hôpital. Entre-temps, vous avez vu de l'aspirine à la maison. Bon, ça vous plaît de l'associer. Donc, vous augmentez le risque des ulcères. Ça, c'est aussi un autre volet. Par exemple, si vous prenez des médicaments hypnotiques qu'on vous a
prescrit à l'hôpital et vous arrivez à la maison, vous associez avec de l'alcool. Donc vous augmentez aussi le risque de somnolence. Par exemple, quand vous prenez les contraceptifs oraux qu'on associe avec certaines classes de médicaments qu'on appelle les barbituriques, donc vous pouvez entraîner aussi l'inefficacité de ces contraceptifs. Donc il y a plusieurs exemples comme ça. Par exemple, si nous prenons, quand vous associez un médicament avec un médicament traditionnel amélioré, il faut savoir que le médicament traditionnel amélioré, c'est un complexe de molécules aussi. Les plantes renferment des milliers de molécules et ces molécules peuvent soit potentialiser l'effet du médicament conventionnel utilisé ou soit pour donner un effet plus fort ou soit inhiber l'effet, entraîner une inefficacité du traitement et échec thérapeutique. Et la maladie qu'on pense traiter est en train d'évoluer. Maintenant, dites-nous, professeur, est-ce qu'il existe une catégorie de personnes à qui l'automédication peut s'appliquer de façon exceptionnelle? À mon avis, il n'y a pas d'exception. La bonne voie, c'est de faire référence à un personnel soignant, à un spécialiste quand on a un problème de santé. Ouais, l'idéal, toute personne, même les personnels les personnes qui sont les personnels de santé que nous sommes, nous faisons parfois référence à nos collègues pour identifier, pour diagnostiquer nos mal. Donc, à mon avis, l'automédication ne veut pas être confirmée ou bien encouragée par une catégorie de personnes. Il faut toujours faire référence à un personnel de santé. Au mieux, les pharmaciens constituent des conseillers à qui on peut s'adresser. L'accès à une pharmacie, c'est facile. On n'a pas besoin de payer pour entrer dans une pharmacie. Vous demandez à voir votre pharmacien, il vous reçoit, il vous écoute, il va vous donner des directives ou vous orienter vers un spécialiste adéquat à votre pathologie ou bien à vos problèmes. Voilà. Maintenant, quand je parle d'une catégorie de personnes à qui on peut appliquer l'automédication, je voudrais faire allusion à ces personnes-là qui prennent des maladies chroniques. Une personne hypertendue, un diabétique, qui prend un produit de façon permanente, est-ce que cette personne-là ou bien cette catégorie de personnes a besoin encore d'aller consulter avant de prendre son produit au niveau de la pharmacie? Effectivement. Mais entre-temps, son mal peut évoluer, je ne sais pas. Oui. Les traitements chroniques, c'est sur prescription. On prescrit le médicament anti-hypertenseur ou le médicament antidiabétique sur 3 mois, renouvelable. Le médecin peut donner rendez-vous, revenez me voir dans 3 mois. Si le traitement est bon, on reconduit le traitement pour 6 mois, etc. Puisqu'il y a un suivi. De temps en temps, quand le produit finit, le médecin ou bien le patient retourne chez le prescripteur pour renouveler l'ordonnance. Voilà. Sinon, la prise n'est pas éternelle. De temps en temps, il faut contrôler. Il faut des contrôles pour voir si le traitement est approprié et le traitement est adéquat. Est-ce que l'hypertension est contrôlée, le diabète est bien contrôlé et tout. Voilà. Très bien. Nous continuons cette émission. Vous savez que le coronavirus est toujours dans la cité et malheureusement, il continue par faire des victimes, d'où la nécessité de continuer la sensibilisation. Nous sommes donc dans la page Covid-19. De santé publique, il nous apporte ce soir des précisions sur quelques questions et donne son point de vue sur certains aspects clés du sujet. Le Grand Lomé, c'est pratiquement 2 millions d'habitants concentrés sur une superficie qui est assez réduite, donc il y a la densité de la population et les habitudes des habitants du Grand Lomé. Lorsqu'on prend Grand Lomé, c'est vrai qu'avec l'extension de Lomé au-delà de la rivière Zio, Agoué n'est plus la périphérie, Agoué devient centre-ville de Lomé. Sinon,
la préfecture d'Aguainivé et du Golfe, c'est les deux préfectures où nous avons plus de cas. Et ces deux préfectures, à elles seules, enregistrent près de 70% de tous les cas enregistrés au Togo. Donc, les habitudes, les bars, lorsqu'on regarde un peu sur 50 000 bars que compte le pays, 30 000 sont à Lomé. Donc vous comprenez aisément que les mouvements de la population qui constituent le vecteur essentiel de cette maladie contribuent énormément à la notification de beaucoup de cas. Le problème persiste, ce n'est pas tous, mais il y a certaines personnes qui refusent quand même de se faire tester. Et les équipes rencontrent d'énormes difficultés. C'est vrai que actuellement, le problème est en train de s'amenuiser avec le concours des autorités locales qui interviennent beaucoup actuellement. Ça permet quand même de réduire ce refus-là. Sinon, le refus persiste toujours. Et lorsqu'on prend l'exemple de Ouassem, où un foyer infectieux avait été dépisté, bon, les voisins des cas positifs n'ont pas accepté facilement se faire dépister. Il est difficile pour beaucoup de comprendre que notre refus peut constituer un risque pour les autres. Or, quelles que soient nos croyances religieuses ou nos appartenances politiques, nous n'avons pas le droit de nuire à la santé d'autrui. Lorsqu'on parle de fête, c'est quelque part la légèreté dans le respect des règles. Il n'y a pas que l'alcool qui va couler à flot qui constituera le vrai problème pour le respect des normes, des directives, mais il y a des gens même avec de la limonade, ils se mettent dans un état d'euphorie qui fait qu'ils ne vont plus respecter tout ce qu'on dit, distanciation sociale, port de masque, ainsi de suite. Et les occasions de fête sont des occasions de déplacement. On va rendre visite aux connaissances à la famille qui n'est pas à côté, donc on transporte le virus avec soi et on va les semer ailleurs. Et quand on a pris dans notre propre histoire les différents foyers infectieux qu'on a eus dans le pays, c'est les déplacements de la population qui ont contribué à semer la maladie dans le pays. La population a besoin d'informations justes, vraies, crédibles. Et ce n'est pas ce que les médias sociaux publient en longueur de journée. Personne ne veut nous tuer au Togo. Si on voulait nous tuer, on serait mort depuis longtemps. On a parlé de vaccins. Il y a beaucoup d'histoires qui ont été racontées. Même lorsqu'on a commencé par parler du traitement avec la chloroquine plus l'azithromycine, les gens sont allés, soi-même en pharmacie, commencer par racler le peu de chloroquine qui restait. Or, c'est pour traiter les cas de rhumatisme. Et les gens se sont intoxiqués. C'est vrai que nous ne les aurons pas sur les plateaux pour témoigner. Sinon, des gens se sont intoxiqués et ils vont vivre avec des séquelles. Mais malheureusement, ils n'auront pas le courage d'informer les autres de leur mésaventure pour que chacun puisse prendre ses dispositions. Et je dis tout simplement que nous devons vraiment raison garder, quel que soit
ce que nous pensons, ce à quoi nous croyons, c'est dire que Covid-19 existe bel et bien. C'est une maladie qui n'est pas venue pour partir demain. Nous allons vivre avec. Et pour vivre avec et continuer à vaquer librement à nos occupations, nous devons faire le petit sacrifice de réduire nos libertés. Je sais, de ça il s'agit. Mais l'essentiel, c'est d'éviter de défier la maladie. On ne défie pas la maladie, on ne défie pas la mort. Respect des mesures barrières à 100%. Voilà, respect des mesures barrières à 100%, c'est ce que dit Dr Fanché Aokou, que nous remercions. À présent, voici la situation du Covid-19 à la date d'hier. Le nombre total de patients guéris est de 2653, avec 29 nouveaux guéris. Le nombre de cas actifs est de 337. Le nombre de cas confirmés est de 3095. Le nombre total de tests effectués à ce jour est de 154 616 et le nombre de décès reste inchangé, 65 décès malheureusement. Respectons donc toujours les mesures barrières. Je vous l'annonçais en début de l'émission, Nyanyiko Sika vient de nous rejoindre sur le plateau pour nous parler des actions de clairvoyance que continue par mener Togo Tchèque. Alors Sika, bonsoir et bienvenue sur le plateau de Santé d'abord. Bonsoir Carole et merci. Vous allez bien? Oui, ça va et chez toi? Ça va bien, merci. Merci beaucoup. Alors tout à l'heure, vous avez certainement suivi Dr Aokou dans ses réponses. Il a dit quelque part que la population a besoin des informations crédibles, justes et fiables. Et je crois que c'est aussi l'avis ou bien l'objectif de Togo Tchèque. Vous êtes d'accord? Oui, je suis d'accord. Effectivement, Togo Tchèque a pour mission de donner la bonne information, la vraie information à l'endroit de la population togolaise. Ouais. Voilà. Et nous y travaillons tous les jours que Dieu fait. Nous essayons toujours de vérifier les informations qui nous parviennent afin de pouvoir sensibiliser la population. Voilà. Et vous êtes la coordinatrice de Togo Tchèque. Alors dites-nous, avez-vous reçu ces derniers jours des informations sur lesquelles vous avez douté un tout petit peu? Vous avez beaucoup douté? Oui, en réalité, nous recevons tous les jours des informations qui nous parviennent et sur lesquelles nous doutons toujours. Il faut toujours douter en réalité, surtout concernant la Covid-19. Alors, nous en avons reçu plusieurs. Je précise qu'au niveau de Togo Tchèque, nous avons une équipe qui assure la veille informationnelle et qui collecte ces informations-là sur lesquelles il y a effectivement des doutes. Et cette équipe nous collecte ces informations et nous avons également des internautes qui nous envoient des questions. Voilà, via les plateformes de Togo Tchèque, nous recevons également des questions par rapport à des sujets, des informations qui circulent et sur lesquelles ces internautes ont des doutes. Alors, ils nous les font parvenir et nous faisons la vérification de ces informations. Alors, dites-nous, parmi ces informations, quelles sont les fake news que vous avez eu à démentir ces derniers jours? Alors, il y en a eu plusieurs. Tous les jours. L'histoire du vaccin? Voilà. Il y a eu l'histoire du vaccin contre la poliomyélite. Il y a eu un message qui circulait comme quoi il y a des agents de santé qui font le porte-à-porte et qui disent aux gens de se faire vacciner. Et selon ce message, en fait, il s'agit d'une injection qu'on ferait à ces populations pour leur inoculer le virus de la Covid-19. Alors qu'en réalité, il s'agit juste d'une campagne de vaccination contre la polio parce qu'effectivement, il y a eu des cas qui ont été détectés sur l'étendue du territoire national après vérification de Togo Tchèque. Nous avons également, nous nous sommes renseignés auprès du ministère de la Santé qui a effectivement confirmé que cette campagne qui s'est tenue du 26 au 29 novembre était une riposte à ces cas de poliomyélite qui ont été détectés dans le pays. Et ça n'a rien à voir du tout avec un quelconque vaccin contre la Covid-19 ou avec un quelconque produit toxique ou le virus qu'on serait en train d'inoculer à la population togolaise. Ça n'a rien à voir du tout. Voilà. Alors, comment vous y prenez pour savoir s'il s'agit de fausses informations? Est-ce que vous vous approchez du corps médical, des spécialistes de la santé par exemple? Oui, nous nous approchons beaucoup des spécialistes de la santé parce que ces questions-là les concernent. Nous, à notre niveau, dès que nous avons l'information,
grâce à des outils de vérification, nous faisons notre première vérification. Nous avons les outils de vérification, nous avons les sites d'information, les sources fiables sur lesquelles nous travaillons. Et nous avons également nos médecins, enfin, TogoCheck a un répertoire de médecins qui nous donnent leurs avis, qui nous donnent des précisions par rapport à des questions. Nous collaborons également avec le ministère de la Santé qui nous met à contribution des spécialistes de la santé. Nous avons également l'appui de la Coordination nationale de gestion de la riposte à la Covid et qui nous met également à contribution des experts de la santé qui nous donnent des informations claires, les informations précises par rapport à ces fake news qui circulent sur les réseaux sociaux. Alors dites-nous, est-ce que vous travaillez avec des sources locales qui vous aident justement dans la vérification de ces informations? Oui, la source locale dont nous parlons là, c'est les spécialistes togolais. Voilà, nous ne nous focalisons pas uniquement sur des sources d'information internationales ou des spécialistes qui ne sont pas au pays, mais nous travaillons, nous collaborons, nous prenons les vraies informations auprès de nos sources locales, de nos médecins locaux qui nous donnent les explications idoines. Voilà. Donc, à part les médecins qui constituent cette source locale, vous n'avez pas une équipe de jeunes que vous contactez, qui travaillent avec vous lorsqu'ils trouvent une information sur WhatsApp, par exemple, ils vous appellent rapidement et vous communiquent ces informations, bien vous les balancez. C'est l'équipe de veille, c'est cette équipe de rédacteurs qui assure également la veille informationnelle, qui collecte ces informations qui circulent sur les réseaux sociaux et qui nous les font parvenir. Et nous faisons le tri par rapport à la pertinence de ces informations, de ces fake news-là, et nous les traitons au fur et à mesure. Voilà. Merci beaucoup, Sika. Alors, si vous avez un message ce soir, ce sera lequel? Alors, le message de TogoCheck serait de toujours douter, de ne pas forcément avoir cette manie de cliquer, d'envoyer, de partager, comme on dit, tcha-tcha-tcha, non. Non, il faut toujours vérifier. Ne partageons pas tout, vérifions toujours. Voilà. Alors, merci Sika d'avoir été des nôtres ce soir sur ce plateau et merci pour le travail que vous faites et merci à toute l'équipe de TogoCheck qui fait ce travail formidable pour édifier surtout la population. À très bientôt. À bientôt, Carole. Merci. Nous allons accompagner donc Sika avec ce jingle de TogoCheck justement. Ceci est un message de TogoCheck avec l'appui de la coopération allemande mise en œuvre par la GIZ. Voilà, nous retrouvons notre invité avec qui nous avons commencé cette émission, professeur Bakoma. Nous avons encore quelques minutes à passer ensemble. Alors, dites-nous, il y a certaines personnes, du corps médical surtout, qui estiment que l'automédication comporterait des bienfaits. Est-ce que vous êtes d'avis avec eux? Les bienfaits de l'automédication, est-ce qu'il en existe? Oui, l'automédication, on peut avoir des bienfaits. Les bienfaits au niveau du patient lui-même, parce que c'est quand même quand on pratique l'automédication dans de bonnes conditions, on peut soulager rapidement certains symptômes qui peuvent éviter d'aller vers des complications. Donc c'est un bienfait pour la santé publique. C'est un bienfait aussi au niveau économique pour le patient, parce que ça évite de traîner certains petits symptômes qui peuvent occasionner des dépenses de santé plus élevées. Au niveau pour le personnel soignant, comme on le disait tout à l'heure, c'est au niveau des affections chroniques, une collaboration avec le patient peut optimiser le traitement ou les soins. Donc c'est en ce sens qu'on peut dire que
l'automédication peut avoir des bienfaits. Des bienfaits. Voilà, c'est ça. Merci beaucoup. Alors tout à l'heure, dans cette émission, nous avions fait allusion à l'automédication concernant les produits traditionnels, bien le traitement traditionnel. En effet, lorsque nous parlons de l'automédication, cela ne concerne pas que les médicaments fabriqués par les Blancs, bien les médicaments conventionnels vendus dans les pharmacies ou dans les rues, ou encore moins dans les marchés. Les produits traditionnels sont aussi concernés par l'automédication et les dangers, le professeur l'a dit, sont les mêmes. Les dangers ou bien les risques sont les mêmes. Quel est l'avis du praticien de la médecine traditionnelle sur la question? Monsieur Lakassa Essos Minam répond à cette... Enfin, nous se prononce sur cet aspect de la question. Voilà. Les dangers, c'est quand le produit ne correspond pas au diagnostic. Il peut arriver que la personne ait fait un bon choix, mais c'est très rare. Mais la déontologie médicale veut que celui qui est malade va consulter un médecin ou bien un phytothérapeute. La personne l'écoute ou bien lui demande des analyses. Et au vu des analyses, le diagnostic posé, on lui fait une ordonnance. C'est à l'issue de l'ordonnance qu'il va aller acheter son médicament. Là, ce n'est plus lui qui sait prescrire le produit, mais on lui a prescrit le produit. Là, ce n'est plus une automédication. Donc, maintenant, les dangers, c'est que quand la personne achète le produit de soi-même sans avoir une indication précise, la personne peut prendre le produit où ça n'a rien à faire avec sa maladie. Même en médecine traditionnelle, quelqu'un qui t'appelle et dit bon, je vais acheter tel produit. Bon, la personne n'est pas venue te voir de quoi elle souffre en médecine traditionnelle, mais elle a appris que ton produit est bon. Que le produit est tellement bon qu'on parle de ça à la télévision, que même sur telle radio, on parle du produit, donc quand j'achète là, ça va me soigner, sans aller même consulter les praticiens de la médecine traditionnelle. C'est une automédication qui peut être dangereuse parce que malheureusement, nos frères praticiens de la médecine font des messages très tapageux, mercantiles, où les gens sont accrochés aux médicaments sans savoir si vraiment ils en ont besoin ou pas. Et quand ils prennent souvent, c'est des dangers que je ne peux pas énumérer ici, qui se deviennent. Même au niveau pharmaceutique, c'est la même chose que ça se passe. 80% de la population se soigne par la médecine traditionnelle. Je viens ajouter expressément que les consommateurs eux-mêmes sont praticiens de la médecine traditionnelle. Puisque c'est eux qui vont chez les bonnes femmes pour dire je vais acheter telle plante. Les personnes là se font une composition avant d'arriver chez la femme qui vend les plantes. Ce n'est plus la femme qui vend les plantes ou bien l'homme qui vend les plantes qui leur fait une ordonnance. C'est eux-mêmes qui se sont fait une automédication, une ordonnance. Il peut y avoir des risques parce que peut-être que la personne a entendu parler de la plante, peut-être en lisant un livre. Ou bien ça peut être que c'est dans la communauté on a parlé de la plante, sans chercher à en savoir quels sont les pour et les contre de la plante. Elle ne s'est pas approchée de quelqu'un qui fait usage des plantes pour soigner en tant que spécialiste. Donc, à force de s'auto-acheter les plantes pour se faire une composition, ça peut créer des dangers. Mais il faut dire que nous vivons dans une communauté traditionnelle où, depuis notre enfance, nous avons appris des choses chez nos parents. C'est pourquoi on parle de la marmite de la grand-mère. La marmite de la grand-mère, ça va de génération en génération. Et les gens dans la maison sont censés connaître que quand on souffre de tels symptômes, on ne peut pas tant et tant, on l'utilise et ça soigne. Bon, est-ce qu'on va parler de l'automédication? C'est difficile à répondre là-bas. Voilà, c'est difficile à répondre là-bas lorsque la marmite de grand-mère ou bien les astuces de grand-mère se transmettent de génération en génération. On se dit que bon, on a la maîtrise d'un traitement contre le paludisme à base de plantes. Professeur, quelle est votre réaction par rapport à l'intervention de M. Lakassa? Oui, par rapport à cet aspect de marmite de grand-mère, en réalité, on parle d'automédication. Sous d'autres cieux, c'est quand ça concerne un médicament homologué, un médicament qui a une autorisation de mise sur le marché. C'est ça. Oui, parce que après, quand on effectue l'automédication, quand il y a un problème, pour un médicament homologué, on peut cerner le problème. Mais pour ce qui est de marmite de grand-mère, tout ça, bon, c'est des préparations
Comme ça, on ne peut pas les cerner, on ne peut pas identifier exactement ce qui a été utilisé, à quelle dose, et tout ça. Donc l'automédication concerne généralement les médicaments qui ont une autorisation de mise sur le marché. Sur le marché, très bien. Alors, est-ce qu'il existe des règles pour une bonne maîtrise de l'automédication? Autrement dit, comment utiliser l'automédication sans danger pour notre santé? Est-ce qu'il existe des règles ou bien une règle? Oui, on peut donner des conseils pour une bonne automédication. C'est ça. D'abord, il faut que celui qui veut prendre un médicament en l'absence d'un personnel de santé doit s'assurer qu'il est devant le bon médicament pour ne pas confondre avec un autre médicament. Première règle. Oui, première règle. Et vérifier si la date de péremption de ce médicament est bonne. Deuxième. Oui. Et ensuite, lire attentivement la notice d'utilisation de médicaments pour prendre connaissance de la posologie, des indications, des contre-indications et des effets indésirables éventuels. Si la personne est en doute, elle peut s'adresser à un pharmacien qui peut lui donner des conseils, au mieux dispenser un médicament dans les limites de ses compétences. Mais je ne vous coupe pas la parole, oui. il y a cette question-là qui me vient à l'esprit. Oui. Lorsque vous parlez de demander conseil aux pharmaciens, très souvent lorsqu'on rentre dans une pharmacie, mais nous on ne voit que des vendeurs. Hein? Est-ce que ce sont des pharmaciens? Vous demandez que vous voulez voir le pharmacien. Voilà, quand vous rentrez dans une officine, vous voulez qu'un docteur en pharmacie vous reçoive, vous dites que vous voulez voir le pharmacien. Le pharmacien. Voilà. Et on va vous l'appeler. Oui, bien ces vendeurs-là aussi sont formés pour donner des conseils aux clients. Oui. Il y a pour les petits bobos. Pour les petits bobos. Exactement. Mais quand c'est sérieux, il vaut mieux avoir l'avis du pharmacien. Demander à voir le pharmacien et vous aurez gain de cause. Il va mieux vous orienter. Très bien. Voilà, c'est ça. Donc on était en train de parler de certaines règles. Donc je parlais de lire attentivement la notice. Oui. Au besoin, demander conseil à son pharmacien. Oui. Et il faut éviter de prendre des médicaments vendus sur ordonnance, en automédication. Ça, c'est une des règles qu'il faut respecter. Il faut aussi éviter de prendre des excitants comme l'alcool et le café quand on suit un traitement. On est sur un traitement. Et une autre règle à ne pas oublier, c'est de ne jamais prolonger une automédication. C'est-à-dire que quand vous êtes en train de prendre un médicament sous votre propre initiative, quand les symptômes ne diminuent pas ou l'état général s'aggrave, il faut arrêter et consulter rapidement un médecin. Voilà. Donc voilà les quelques règles qu'on peut retenir lorsqu'on veut se soigner seul. Voilà, mais se soigner seul n'est pas la bonne manière. Non, c'est pas la bonne manière. Ce n'est pas recommandé, ce n'est pas conseillé. Oui, ça peut être uniquement conseillé pour les cas bénins, les symptômes bénins, les affections vraiment bénignes. Voilà, bénignes. Effectivement, qu'on peut conseiller l'automédication. Ok, c'est ça. Très bien. Voilà. Alors, si vous avez un message fort ce soir, professeur Bakoma, ce sera lequel? Je dirais... Par rapport au thème dont on a parlé ce soir, vous devez avoir forcément un message à l'endroit de la population, du moins ceux qui nous regardent ce soir. C'est ça. Je dirais aux téléspectateurs qu'ils peuvent pratiquer l'automédication, mais sur une courte durée. L'automédication ne doit pas être prolongée, elle doit être utilisée à bon escient, sans excès, en lisant attentivement les notices d'utilisation des médicaments pour avoir connaissance des posologies, des indications, des contre-indications et des effets indésirables éventuels. C'est très important. Et ceci pour des symptômes bénins. Plus que ça, il faut consulter un médecin.
ou aller vers une structure de santé. Voilà, mesdames et messieurs, c'est la fin de Santé d'abord de ce soir. Nous avions parlé de l'automédication et ses risques sur la santé évoqués. En même temps, tout à l'heure, vous avez écouté le professeur Bakoma se prononcer un peu sur certaines règles. Lorsqu'on veut faire de l'automédication, des règles très importantes à respecter ou bien à observer, afin d'éviter de simples ennuis de santé ou des complications les plus graves. Merci beaucoup pour votre attachement à ce programme. Nous étions donc avec le professeur Bakoma Bato Mayena. Il est pharmacien, enseignant-chercheur à la faculté des sciences de la santé de l'université de Lomé. Professeur, merci pour votre disponibilité. Merci madame, c'est avec plaisir. Et merci d'avoir partagé toutes ces informations avec nos chers téléspectateurs ce soir. Merci, c'est une petite partie des informations. Si on avait plus de temps, on aurait pu rentrer encore. Ça veut dire que vous allez revenir bientôt. J'espère bien, je suis toujours là, disponible. Merci beaucoup. Nous remercions également Togochek pour son dévouement à la tâche. Togochek qui part toujours en guerre contre les fake news, les fausses informations qui circulent de plus en plus sur les réseaux sociaux. Merci à l'équipe de la réalisation dirigée par Katika.Kodjo. Je vous retrouve le mardi prochain, mais en attendant, retrouvez-moi donc le samedi à 21h20 pour l'émission Santé en Mina sur le coronavirus, parce que nous devons continuer la sensibilisation, surtout en cette période de fête qui s'annonce. Merci et bonne suite de nos programmes sur la première. À bientôt. Au revoir.